Bonjour chers étudiants, ceci est une capsule vidéo où on va visualiser ensemble les différentes coupes histologiques des tissus et organes qu'on a vus ensemble au cours. Dans un premier temps, on va regarder les lames histologiques des différents segments du tube digestif ainsi que des glandes qui lui sont annexées. Ensuite, on va regarder la structure histologique des principaux constituants de l'arbre respiratoire. Et enfin, on va voir ensemble les coupes histologiques de quelques organes endocrines. Donc voilà pour cette partie 1. On voit ici très bien au faible grossissement une paroi digestive. Donc avec une lumière qui est festonnée, une paroi digestive qui est en fait constituée de 5 couches. Vous avez ici la muqueuse avec l'épithélium qui est malpigien. Voilà, vous avez le chorion à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la musculaire muqueuse. À ce niveau-là, on a la sous-muqueuse. Voilà. La couche musculaire ou la musculeuse avec la circulaire interne et la longitudinale externe. Et enfin, vous avez l'adventice. Voilà. Donc maintenant, si vous descendez ou vous zoomez un petit peu, vous allez regarder de près les caractéristiques de ces différentes couches. Donc là, c'est un œsophage d'un rongeur. C'est pourquoi on voit en surface épithéliale de la kératine. Normalement, en dehors bien sûr de situations pathologiques, chez l'homme, on ne retrouve pas de kératine. C'est un épithélium qui n'est pas kératinisé. Bien sûr, les caractéristiques de cet épithélium, c'est un pluristratifié ou stratifié pavimenteux, voilà, qui n'est pas kératinisé. Il repose sur une membrane basale, donc juste après, vous avez votre chorion. Vous avez là la musculaire muqueuse. Vous avez ensuite votre sous-muqueuse et on voit très bien les deux couches de la musculeuse avec l'adventice. Voilà. Ici, on est devant une partie d'une paroi gastrique et plus précisément, c'est le fundus. On voit très bien notre épithélium de surface qui s'invagine pour former des cryptes. Regardez, les cryptes, elles sont courtes, voilà, et vous avez, donc là aussi, les cryptes, elles sont courtes, et vous avez des glandes qui sont tubuleuses, droites, allongées ou profondes. Voilà. Bien sûr, les glandes, elles sont situées ainsi que les cryptes dans le chorion, tissu conjonctif de soutien. Ensuite, vous avez la musculaire muqueuse. Donc, tout ça, c'est la muqueuse. Ensuite, vous avez une partie de la sous-muqueuse avec les différents éléments vasculaires qu'on voit très bien et nerveux. Alors, si on met un plus fort grossissement, regardez comment vont apparaître les éléments qui constituent la muqueuse. Et de là, on va déduire les caractéristiques architecturales qui vont distinguer un petit peu le fundus de l'antre gastrique. Alors, on a dit que les cryptes sont peu profondes ou courtes au niveau du fundus, alors que les glandes sont plus profondes, tubuleuses, droites. D'accord ? Donc, ce qui nous marque au niveau de cette muqueuse-là, et précisément au niveau des cellules, c'est que c'est clair en surface et au niveau des cryptes. Pourquoi? Parce que ce sont les cellules à pôle muqueux fermé qui prédominent à ce niveau-là. Donc voilà, ce sont des cellules avec des noyaux basaux refoulés en bas par
le mucus qu'elles contiennent. Et quand vous regardez au niveau des glandes, il y a les cellules qui, en fait, caractérisent le fundus gastrique, notamment donc, les cellules bordantes ou les cellules pariétales. Voilà, si on prend une glande fundique, par exemple, donc là, vous avez des cellules qui sont de grande taille, globuleuses, avec un noyau qui est central, avec un cytoplasme qui est éosinophile et granulaire, et vous avez un autre type de cellules, c'est des cellules qui sont grossièrement pyramidales, avec des noyaux refoulés vers le côté basal, et avec plutôt un cytoplasme qui est basophile, et qui est aussi granulaire. Donc, ce sont les cellules principales. Donc, regardez, au niveau d'autres glandes gastriques, donc vous avez la cellule bordante, voilà, ou pariétale. Elle a vraiment un aspect d'œuf sur plat, voilà, avec son noyau et son cytoplasme assez abondant. Donc, l'aspect ou la teinte éosinophile et l'aspect granulaire de ce cytoplasme est en rapport avec la richesse en mitochondries de ces cellules. Et puis, au niveau des cellules principales, ce sont les cellules qui vont sécréter le pepsinogène, ce qui explique d'ailleurs leur teinte qui est un petit peu basophile et granulaire au niveau toujours du cytoplasme. Alors, encore ici, des cellules bordantes. Et à côté des cellules bordantes, si vous descendez en profondeur des glandes gastriques, vous allez vous retrouver avec les cellules à pepsinogène. Ce sont des cellules qui sécrètent donc ces précurseurs enzymatiques, d'où cette teinte violette ou basophile et cet aspect granulaire. Voilà. On bouge un peu. Bien sûr, à côté de ces types cellulaires, il y a toujours les cellules endocrines ou neuroendocrines. Ces cellules sont tout le temps au contact de la membrane basale parce que c'est des cellules qui doivent déverser leurs produits ou leurs hormones sécrétées au niveau du courant sanguin. On les visualise mieux quand on utilise des colorations spéciales et des techniques immunohistochimiques. Alors là, voilà une autre glande coupée transversalement, juste pour vous montrer encore ces cellules principales. Les voilà, avec leur cytoplasme basophile. Donc on en voit beaucoup si vous regardez aussi cette glande. Et ils sont juste à côté de cellules bordantes. Donc les cellules neuroendocrines, c'est des cellules qu'on retrouve directement contre la membrane basale. Elles sont caractérisées par un cytoplasme qui est clarifié et des noyaux ronds et centraux. Bien sûr, vous les visualiserez encore mieux si vous êtes ou là, si vous utilisez des colorations spéciales et de l'immunohistochimie. Donc voilà, maintenant, vous pouvez repérer facilement les différents types de cellules dont on vient de parler et qui vont différencier aussi entre fundus et entre gastrique. Voilà. Pour l'antre gastrique, regardez très bien cet épithélium qui est bien sûr toujours cryptique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'invaginer en profondeur pour former cette fois-ci des cryptes qui sont assez profondes. Regardez là, les cryptes, elles sont vraiment assez profondes. Par contre, les taches glandulaires ou les glandes sont très courtes et ramifiées. Donc, on le verra de près. Voilà, vous avez des glandes qui sont vraiment ramifiées, très courtes. Voilà. Alors,
On continue avec ce faible grossissement pour voir le reste de cette paroi antrale. Bien sûr, la muqueuse, ça va s'arrêter à ce niveau-là, comme ça. Voilà. Faite de l'épithélium et des glandes au niveau du chorion. Vous avez ici la musculaire muqueuse et là, une partie de la... bien, c'est toute la sous-muqueuse en fait, avec les structures vasculaires. Et là, on commence à voir les faisceaux musculaires lisses de la couche musculaire qui commence à ce niveau-là et qui se continue. On verra. Voilà, si on descend encore, on arrive à voir la musculeuse, toujours qui est faite de 3 couches. On est toujours au niveau de l'estomac. Et bien sûr, elle est recouverte vers l'extérieur par du tissu conjonctif vascularisé et surtout ce tissu conjonctif ou conjonctivo-adipeux que vous voyez très bien à ce niveau-là. Regardez. Il est tapissé par un revêtement mésothélial pour former ce qu'on appelle la séreuse gastrique. Voilà. Donc maintenant, on retourne à notre muqueuse. Voyez, juste pour voir un petit peu les caractéristiques cytologiques, à la différence du fundus qu'on vient de voir, on note déjà la prédominance des cellules à pôle muqueux fermé. Voilà. Voilà, aussi bien au niveau des cryptes qu'au niveau glandulaire. Il y a aussi les cellules neuroendocrines avec leur cytoplasme qui est clarifié. Il y a bien sûr les cellules de régénération et on ne note pas la présence de cellules bordantes et de cellules principales, sauf si on est sur un prélèvement de jonction ontrofundique, c'est-à-dire le prélèvement a intéressé une partie entre le fundus et l'antre. Donc là, c'est le chorion, tissu conjonctif de soutien, il est vascularisé et il comporte également des cellules du système inflammatoire et immunitaire. Donc, à la différence du fundus, il y a une différence sur le plan architectural, c'est-à-dire on va inverser les paramètres architecturaux. Donc, c'est des cryptes qui vont être assez profondes alors que les glandes vont être courtes et ramifiées. Voilà, c'est l'inverse en fait de ce qu'on a vu au niveau du fundus. Donc, les cryptes qui descendent, voilà, les cryptes qui descendent, et puis les glandes qui sont courtes, qui sont ramifiées. Voilà. C'est les glandes qui se ramifient. Voilà. Et sur le plan cytologique, la présence essentiellement de cellules à pôle muqueux fermées aussi bien en surface qu'en profondeur, à côté des types habituels, cellules neuroendocrines et cellules de régénération. Si vous êtes au niveau d'un prélèvement de la jonction ontrofundique, vous pouvez voir aussi la présence, ou noter la présence de quelques cellules pariétales et principales. Alors, après l'antre gastrique, on a ici un duodénum. Alors, on voit très bien la muqueuse qui est sous forme de villosité. Voilà, les villosités. C'est des projections digitiformes ou des évaginations digitiformes au niveau de la lumière intestinale. On voit ici la musculaire muqueuse et tout ça, c'est une partie de la sous-muqueuse qui est caractérisée, comme vous
devez bien sûr le constater, de la présence de ces glandes exclusivement muqueuses, qui sont les glandes de Brunner. Donc, caractéristique principale du duodénum. Voilà. Donc, je vais descendre juste, bouger un petit peu l'image pour voir le reste de la paroi duodénale. Donc, la sous-muqueuse avec les glandes de Brunner, les éléments vasculaires et la musculeuse. Donc, la musculeuse, c'est 2 couches. Donc, on revient à 2 couches. Donc, on a dépassé l'estomac où on a 3 couches. Donc, là où vous avez la musculeuse avec la couche circulaire interne, longitudinale externe, et on arrive à voir des petits plexus ici. Donc, ce sont les plexus nerveux intrinsèques d'Auerbach. Ensuite, vous avez ce tissu conjonctif lâche, toujours vascularisé, qui est fermé à l'extérieur par un revêtement mésothélial, et on parle de séreuse. Voilà, donc ça c'est pour la paroi duodénale. Donc maintenant, on va regarder un petit peu la muqueuse. Déjà, la sous-muqueuse, elle soulève la muqueuse. Et au niveau de la muqueuse, on note cette architecture en villosité. Donc, je vais passer au plus fort grossissement pour voir ces villosités et leurs constituants. Ce sont fait des évaginations avec un axe conjonctif. Donc, l'axe des villosités est fait d'un tissu conjonctif lâche qui est vascularisé. Voilà. Donc, si vous prenez cette villosité, par exemple, vous avez ici le chorion avec des capillaires sanguins. Il y a aussi les capillaires lymphatiques. Il y a tout ce qui va servir à l'absorption intestinale, donc le début de l'absorption. Donc, vous avez des cellules du système immunitaire. Et ce tissu conjonctif, il est bordé par un épithélium, donc un épithélium qui est cylindrique, simple, voilà, reposant sur une membrane basale, bien sûr. Et au niveau du chorion, vous allez voir les glandes de Lieberkühn. Voilà, donc glande de Lieberkühn et glande de Brunner au niveau de la sous-muqueuse, il y a bien une différence à remarquer. Donc celles-là, elles sont claires parce qu'elles sont exclusivement muqueuses. Donc le rôle, c'est de neutraliser un petit peu l'acidité qui est due à l'HCl gastrique au niveau de la lumière digestive. Et les glandes de Lieberkühn, elles sont un petit peu faites des cellules qu'on verra tout de suite et qu'on retrouve aussi au niveau de la surface épithéliale. Donc, ces cellules-là, on les retrouve de toute façon dans tout l'intestin grêle. Alors, en surface villositaire, il y a les cellules absorbantes, ce sont les entérocytes qui sont caractérisés par une différenciation apicale, donc en plateau strié. Donc, on a dit que le plateau strié fait partie du système d'amplification. Donc, voilà ces cellules-là avec ces différenciations apicales en plateau strié. Donc, ce sont les cellules qui vont servir à l'absorption intestinale. Et bien sûr, à côté de ces cellules-là, on en voit d'autres avec du mucus et un pôle apical qui est ouvert. Ce sont les cellules caliciformes. Donc, voilà.
que vous pouvez aussi visualiser grâce à des colorations spéciales. Voilà. Les cellules basales, elles sont toujours là pour assurer la régénération et elles vont être situées contre la membrane basale. Si on prend cette fois-ci cette villosité, voilà. Donc, si vous prenez cette villosité, donc vous avez la membrane basale à ce niveau-là, au contact du chorion, bien qui va marquer la transition entre l'épithélium de surface et le chorion. Et là, vous avez une petite invagination de cet épithélium de surface qu'on peut appeler crypte. Donc, toujours, les villosités sont plus longues, voilà, que les cryptes au niveau de l'intestin, du petit intestin. Alors, les cellules neuroendocrines sont aussi présentes et on doit les voir au niveau de la profondeur cryptique ou encore au niveau carrément des glandes. Donc là, c'est les cryptes. Donc, c'est des cellules qui sont clarifiées, situées contre la membrane basale et qui doivent déverser directement leurs hormones au niveau des capillaires du chorion. C'est pourquoi elles sont en cette situation basale, avec même parfois des noyaux un petit peu à polarité inversée, c'est-à-dire légèrement refoulés vers leur pôle supérieur, et des granules de sécrétion vers le pôle basal. Donc, à côté de ces cellules, on retrouve les cellules qu'on vient de voir, donc quelques entérocytes et des cellules caliciformes. Voilà. Donc on voit le mucus des cellules caliciformes. On voit aussi ces différenciations en plateaux striés des entérocytes. Et très important, un troisième type de cellules qu'on va maintenant visualiser au niveau de ces glandes de Lieberkühn, ce sont les cellules de Paneth qui ont cet aspect, regardez, on voit ici l'aspect haut des grains qui sont rouges au niveau de la partie apicale de certaines cellules. Donc, je vais juste repérer une cellule que je vais vous dessiner, voilà, pour mieux voir ces cellules de Paneth et ces granulations rouges, comme vous l'avez déjà noté. Donc, ce sont des grains qui sont en rapport avec les grains de lysosyme. Voilà, on voit très bien ici des granulations. Toujours, voilà. La même chose ici, c'est des granulations qui ont cette teinte qui est rouge. Ils sont en rapport avec les cellules de Paneth. Donc, le lysosyme, qui est un facteur immunitaire, de défense immunitaire chimique, qui est situé dans ces granulations avec cet aspect rougeâtre. Voilà. Ici, on en voit plusieurs cellules. Les voilà. Voilà. Et granulations rouges. Donc, si vous vous amusez à les chercher, vous allez en trouver plusieurs. Donc, voilà pour les caractéristiques, si vous voulez, cytologiques au niveau du duodénum. Donc, on va passer à l'iléon. Donc, jéjunum et iléon. Donc, c'est
globalement la même architecture, sauf que au niveau de l'iléant, on a la particularité de voir les plaques de Peyer. Donc déjà, cette architecture qui nous montre une sorte de macro-villosité, regardez. Donc là, je suis au faible grossissement. J'ai ici ma lumière, j'ai ici une macro-villosité avec les villosités comme les villosités qu'on vient de voir au niveau du duodénum. Regardez que l'axe de cette macro-villosité, il est assez étroit et si on descend un petit peu, il est plus allongé que ce qu'on a vu au niveau du duodénum. Voilà, une deuxième valvule connivente. Donc on appelle ça valvule connivente, justement. L'axe, il est formé par la sous-muqueuse et au niveau de cette sous-muqueuse, il y a des structures vasculaires, mais on ne retrouve pas de glandes Brunner qui sont plutôt caractéristiques du duodénum. Là, vous avez bien sûr la musculaire muqueuse et là, vous avez votre muqueuse qui est d'architecture villositaire. Donc les villosités avec le revêtement surface et l'axe conjonctif, et là, les glandes de Lieberkühn. Bien sûr, ces valvules conniventes qui sont des replis de la sous-muqueuse vont être revêtues par la muqueuse qui dessine cette architecture villositaire. Donc, si on fait bouger notre lame vers le bas, après la sous-muqueuse, donc tout ça c'est la sous-muqueuse, on va voir la musculeuse. Donc la musculeuse en deux couches. Voilà. Donc la musculeuse, en fait là ce sont des faisceaux de la couche interne. Et là, c'est la couche externe, donc la coupe n'est pas bien faite, mais tout ça, c'est la musculeuse. Et là, vous avez le tissu conjonctif fermé ou bordé par un mésothélium pour former la sérose. Voilà. Donc, sur le plan cytologique, exactement, vous avez les mêmes types qu'on a vus au niveau du duodénum. Donc, rapidement, on a ici, je vais encore en dire, voilà, peut-être je vais en voir une villosité, voilà. Alors, on voit très bien le plateau strié, ces différenciations apicales en plateau strié des entérocytes. Elle est là. D'accord? Là aussi. Voilà. Les cellules caliciformes à pôle muqueux ouvert et richement donc rempli de mucus. Il y a bien sûr tout ce qui est cellules de régénération qui sont contre la membrane basale. Donc tout ça, c'est la membrane basale. Et là, c'est le chorion. Donc si on descend pour voir les glandes de Lieberkühn, voilà, de façon mieux, si vous voulez, mieux démonstrative, les cellules de Panette. Je vais encore agrandir. Très bien, comme ça. Voilà. J'espère que vous les voyez. Voilà, donc vous avez ici, au niveau de cette glande de Lieberkühn ou de celle-là, ce qu'on appelle les cellules de Panette avec ces granulations justement
en rapport avec l'isosyme. Donc la même chose ici, plein de granulations rougeâtres qui correspondent à ces différentes cellules. Voilà, ce sont les cellules de Paneth. Bien évidemment, les cellules. Donc, regardez ici, là, le plateau strié, on voit très bien, donc de façon meilleure. Voilà, cellules caliciformes, pôle muqueux ouvert. Donc là, c'est le chorion avec les structures vasculaires. Pour les cellules neuroendocrines, je vous ai dit que ce sont des cellules qu'on peut voir au niveau des glandes Lieberkühn et qui sont directement contre la membrane basale, caractérisées par un cytoplasme qui est clarifié avec un noyau, donc toujours contre la membrane basale directement, mais c'est des cellules qu'on pourra mieux visualiser aux autres techniques complémentaires. Voilà. Polarité inversée. Voilà. Alors, caractéristique de l'iléon par rapport aux autres segments du grêle, c'est la présence d'un tissu lymphoïde très abondant. Donc, ce tissu lymphoïde, déjà, donc, on voit la présence de lymphocytes éparpillés au niveau du chorion. Donc, ça peut former des nodules lymphoïdes. Donc, imaginez que vous en avez plusieurs de ces nodules-là qui vont confluer. Ça va donner ce qu'on appelle les plaques de Peyer. Et ces plaques de Peyer peuvent aussi déborder sur la sous-muqueuse. Donc, on les retrouvera aussi bien au niveau du chorion de la muqueuse qu'au niveau de la sous-muqueuse. Parfois, ces plaques de Peyer sont, voilà, regardez ce nodule-là qui soulève un petit peu, qu'il est assez grand. Regardez, il soulève cette villosité, ça efface, ça la rend un petit peu trapue. Voilà, il soulève le revêtement de surface. On peut même voir des nappes de ce tissu lymphoïde. Alors là, je vous montre la paroi colique. Donc là, on a une partie de cette paroi avec la muqueuse à ce niveau-là. Donc la musculaire muqueuse et l'asso-muqueuse avec une partie de la musculeuse. Donc si on bouge notre lame, voilà, on a les deux couches de la musculeuse. Voilà. Voilà. Et vous avez ce tissu conjonctif en périphérie qui va aussi être tapissé par un revêtement mésothélial. Voilà. C'est un épithélium qui est simple, aplati, voilà, et qu'on voit très bien ici. Donc c'est la séreuse. Voilà. Alors au niveau du côlon, comme vous l'avez bien vu, on retourne à notre muqueuse. C'est un épithélium qui décrit des cryptes. Regardez, donc vous avez un épithélium qui décrit des cryptes. Voilà. Vous avez des glandes. Donc ces glandes, elles sont plus claires que celles qu'on avait vues au niveau du grêle. Pourquoi? Parce que elles sont riches en cellules caliciformes. Donc là, on voit du tissu lymphoïde, des petits nodules lymphoïdes qui continuent à être présents au niveau de la muqueuse colique et parfois même à cheval sur la sous-muqueuse. Alors, on regarde
les cellules qui constituent cet épithélium de la muqueuse colique. Regardez, cet aspect qui est assez clair et qui est dû en fait à la présence ou à la richesse en cellules caliciformes, voilà. Aussi bien au niveau, ici, au niveau des cryptes, regardez, plein de cellules caliciformes, qu'au niveau des glandes de l'hypercule, en surface, c'est-à-dire au niveau des épithéliums de surface, il y a des cellules absorbantes. Donc, ça rappelle, donc, ce sont des entérocytes, quelques entérocytes qu'on retrouve en surface qui vont assurer les petites fonctions, toutes petites fonctions d'absorption. Et là, vous avez la membrane basale, les glandes, les cryptes. Là, c'est le chorion, les structures vasculaires. Et au niveau des glandes, on peut aussi voir les cellules neuroendocrines. Alors là, je visualisais à ce niveau-là une cellule neuroendocrine avec son cytoplasme qui est clarifié et situé contre la membrane basale. La même chose ici. Voilà, mais on a dit qu'on les visualisera encore mieux par des techniques complémentaires, coloration spéciale et immunohistochimie. Alors, toujours dans cette partie 1 qu'on est en train de voir, maintenant, on va regarder le parenchyme hépatique et le parenchyme pancréatique exocrine, donc qui font partie des glandes annexées au tube digestif. Donc, on va commencer par le foie, et comme vous arrivez à le voir avec moi, vous avez au centre de l'image un lobule hépatique qui est grossièrement, donc, si vous voulez, hexagonal, de forme hexagonale. Donc, on dessine les espaces entre les différents espaces portes qui représentent en fait les angles de cet hexagone, et on arrive à former cet hexagone. Voilà. Donc, si vous le dessinez, vous avez là premier espace porte, deuxième espace porte, troisième espace porte, quatrième qui est peu visible, cinquième espace porte et sixième. Et on arrive à voir les 6 angles de l'hexagone. Le centre de votre hexagone, il est représenté par la veine centrolobulaire. Et à partir de cette veine centrolobulaire, il y aura une trame réticulinique de soutien qui va partir, qui va aller irradier vers la périphérie de votre lobule ou de l'hexagone pour fondre avec le tissu conjonctif collagénique qu'on retrouve au niveau des espaces portes. En fait, cette trame réticulinique qui irradie comme ça, elle va être responsable de cette architecture aussi trabéculaire. Donc, on parle de travée hépatocytaire au niveau de l'âme hépatocytaire au niveau du foie. Voilà. Donc, regardez ces travées hépatocytaires qui vont délimiter entre les espaces ou les capillaires sinusoïdes. Donc là, on a des travées. Donc, les travées, c'est des lignées, des rangées cellulaires qui ont l'épaisseur d'une seule cellule, donc schématiquement. Donc, c'est des travées ou des lames qui vont s'anastomoser de façon labyrinthique, délimitant ces espaces qu'on voit ici blanchâtres, avec même des globules rouges. Ce sont les capillaires sinusoïdes. Voilà. Donc, ici, c'est un espace porte. On arrive à reconnaître la triade porte à son niveau. Donc là, c'est la branche de la veine porte, donc, membrane qui est paroi qui est fine et lumière qui est assez large.
Voilà. Je vais juste zoomer là-dessus. Voilà. Voilà. Vous avez le canal ou la branche donc là, la branche de l'artère hépatique avec une média, donc une paroi qui est assez épaisse, donc des lymphatiques, et on voit ici notre canal biliaire avec un revêtement épithélial cubo-cylindrique. Bien sûr, on peut aussi voir des filets nerveux à ce niveau-là. Donc maintenant qu'on a zoomé sur l'espace porte, on voit très bien les lames ou les travées hépatocytaires avec entre elles les sinusoïdes. Voilà. Donc les hépatocytes, déjà à ce grossissement, sont des cellules qui sont polygonales ou polyhydriques. Voilà, comme un petit peu le lobule hépatique, avec un noyau, parfois deux noyaux. Donc, c'est des cellules qui sont très actives et surtout un cytoplasme qui est granulaire et qui est éosinophile en rapport avec la richesse en mitochondries et aussi la richesse en glycogène. Alors, voilà, on peut aussi encore agrandir. Voilà, cet aspect qui est, cette forme déjà qui est polyhydrique ou polygonale de l'hépatocyte ou des hépatocytes. Donc là, vous avez un hépatocyte qui est binucléé. On voit très bien le nucléole qui est bien visible et qui témoigne de l'activité riche du foie. Donc là, entre les lames hépatocytaires ou les travées hépatocytaires, vous avez les capillaires sinusoïdes. Alors, les hépatocytes peuvent délimiter entre ce qu'on appelle les canalicules biliaires. Donc, ces canalicules biliaires peuvent être visibles surtout lorsqu'il y a une accumulation à leur niveau de bile. C'est entre, par exemple, deux hépatocytes contigus. Vous avez un tout petit espace aménagé à ce niveau-là. Voilà, un petit espace aménagé entre deux hépatocytes voisins. Donc, il n'a pas de paroi propre, mais la paroi de ce petit espace est faite par les membranes cytoplasmiques de ces deux hépatocytes. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a les canalicules biliaires. Voilà. Au niveau des, bien sûr, des capillaires sinusoïdes, on a parlé de l'espace de 10, donc difficile à voir ici en microscopie optique. C'est un petit espace réduit qui se localise entre les cellules endothéliales et leur membrane basale et l'hépatocyte. Donc, c'est un espace qui est très réduit. Donc, pour cet espace de 10, si vous considérez ce capillaire sinusoïde, voilà, on a ici la cellule endothéliale et vraiment cet espace, il doit être situé à ce niveau-là, donc ici, entre la cellule endothéliale et le pôle vasculaire de l'hépatocyte. Il est encore mieux visible en microscopie électronique. Et bien sûr, il contient la cellule de Ito qui va synthétiser la trame réticulique ou les fibres de réticuline. On peut aussi voir au niveau des sinusoïdes des macrophages qu'on appelle les cellules de Kapfer. Voilà. Ce sont les macrophages histiocytes qui résident au niveau hépatique. Voilà. Donc, pour le pancréas, on va voir aujourd'hui la partie, si vous voulez, exocrine de cette glande qui est amphicrine. Donc, déjà, quand vous le voyez, vous avez des lobules
qui sont séparés ou délimités par des septa fibreux et où on trouve aussi des tissus adipeux de plus en plus abondants avec l'âge. Bien sûr, on va s'intéresser à cette partie exocrine, maintenant qu'on est au niveau des glandes annexes du tube digestif. Donc, la partie exocrine est faite d'acini séreux qui vont sécréter, produire le suc pancréatique. Voilà. Voilà. Donc, on a ici des acinis. Voilà. Des acinis. Et ces acinis, on va voir les cellules qui les constituent. Bien sûr, les acinis, ce sont eux qui vont produire ou sécréter le suc pancréatique, les enzymes pancréatiques, et ils vont être obligés de les déverser dans une structure excrétrice qui est le canal excréteur. Voilà. Plus fort grossissement pour voir de près ces acinis. Voilà. Donc, si on prend au pif cet acinus, par exemple, regardez, vous avez des cellules acineuses qui sont pyramidales, qui sont assez sombres au niveau de leur cytoplasme et qui contient les grains de zymogènes qui comportent les précurseurs enzymatiques. De la même façon, si vous prenez celui-là, regardez, vous avez ces cellules pyramidales avec les grains de sécrétion et regardez au centre de ces acinis, donc vous avez d'autres petites cellules, donc c'est des cellules toutes petites et qui sont localisées au niveau vraiment du centre des acinis. On les appelle les cellules centro-acineuses et ce sont des cellules qui vont se continuer avec le revêtement épithélial du canal excréteur. Voilà, donc là, vous avez les acinis. Donc, les acinis sont bien sûr situés dans du tissu conjonctif. Donc, entre les acinis, il y a du tissu interstitiel qui va comporter une vascularisation nourricière et bien sûr, tout acinus doit, quand il sécrète le suc pancréatique, doit être accompagné, si vous voulez, d'une structure excrétrice qui est le canal excréteur. Et bien sûr, les canaux excréteurs vont être de calibres différents. Les tout petits qui sont juste à côté des acinis vont être de petite taille. Ensuite, ils vont converger pour former d'autres plus grands, pour former d'autres encore plus grands jusqu'au c'est-à-dire juste à se terminer au niveau du canal principal et des canaux principaux. Alors, voilà, juste voir, voilà. Par exemple, là, vous avez un petit canal excréteur avec son revêtement, donc la lumière au centre et son revêtement cubique simple, qu'il est différent de la sinus, qui est en fait une lumière virtuelle centrale et qui est faite par les deux types de cellules qu'on vient de voir. Donc maintenant, on va voir une autre structure canalaire, regardez. De plus grand calibre, c'est au niveau d'une cloison ou d'un septum conjonctif interlobulaire. Donc, on voit très bien ici le tissu conjonctif et on voit cette structure canalaire excrétrice avec sa lumière et son épithélium qui est plus épais que ce qu'on a vu au niveau du précédent, où
au niveau, par exemple, de ce petit canal, juste à côté. Très bien. Alors, pour la partie 2, on va voir la trachée et le parenchyme pulmonaire avec les principaux constituants intrapulmonaires. Donc, regardez, vous avez une lumière centrale, vous avez une paroi. Donc, vous avez l'épithélium de surface qui repose sur un chorion. D'accord? Donc, le tout, ça forme la muqueuse. On voit très bien ici au niveau du chorion des structures glandulaires. D'accord? Ensuite, on a la sous-muqueuse. Donc, la sous-muqueuse, c'est en fait tout ça. Voilà. Ça comporte le cartilage hyalin, donc qui a ses dispositions en fer à cheval. Remarquez que ça fait le tour, bien sûr, ça dépend aussi de la coupe, et ça arrive en arrière. C'est discontinu avec deux bouts. On a un bout de ce côté-là et un autre bout de l'autre côté qui vont être tous les deux, regardez, solidarisés. Voilà, le deuxième bout. Donc, ils vont être solidarisés par un tissu conjonctivo-adipeux et surtout par le muscle de Reiss-Hessel, qui est un muscle lisse, donc le muscle trachéal. Donc, au niveau de cette sous-muqueuse, on a parlé du cartilage hyalin avec son tissu de soutien qui est le péricondre. En fait, on le retrouve de part et d'autre du cartilage. Et après ce péricondre, on a l'adventice. Il n'y a pas de revêtement mésothélial à la différence de la séreuse. Alors maintenant, on va agrandir un petit peu pour voir les détails, notamment de cette muqueuse. Vous voyez ici le revêtement épithélial qui est de type respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire de type respiratoire? C'est un pseudo-épithélium prismatique ou cylindrique pseudo-stratifié. Donc, ça repose sur la membrane basale. Il comporte des cellules caliciformes, mais aussi des cellules avec une différenciation apicale, donc des projections ciliaires. Au niveau du chorion et aussi au niveau de la sous-muqueuse, on peut voir des glandes séromuqueuses. Donc là, c'est des glandes qui sont séreuses. Donc là, c'est les vaisseaux de la sous-muqueuse. Là, c'est le cartilage avec le tissu de soutien. Et là, c'est l'adventice. Donc, on agrandit encore pour voir de près ces différenciations de cet épithélium pseudo-stratifié, cylindrique ou prismatique, cilié, avec la présence de cellules caliciformes. Donc, on voit ici les projections ciliaires. Voilà. D'accord? Donc, les cellules sont majoritairement faites de cellules plus hautes que larges. Donc, il y en a d'autres au niveau du pôle basal. Donc, là, c'est la membrane basale. D'accord? Il y en a d'autres qui sont directement au contact de la membrane basale. Donc, il y a les cellules à pôle muqueux ouvert ou cellules caliciformes avec du mucus. Toutes les cellules, en fait, reposent sur la membrane basale. Les noyaux sont à des hauteurs différentes. C'est ce qui donne cet aspect pseudo-stratifié. Alors, là, ce sont les glandes. Qu'elles sont sombres. C'est des glandes qui sont séreuses. On peut les retrouver ailleurs, au niveau du chorion, au niveau aussi
de l'insomuqueuse. On va essayer de faire le tour. Donc, on voit très bien les caractéristiques de cet épithélium. Voilà, d'autres glandes. Voilà, d'autres glandes. Voilà. Les cellules caliciformes et les cellules ciliées très bien visibles à ce niveau-là. D'autres glandes au niveau du chorion. Voilà. Vous avez ici les projections ciliaires, les cellules ciliées. Vous avez les cellules caliciformes avec leur pôle apical ouvert. Vous avez ici des glandes séromuqueuses. Donc ça, c'est pour la trachée. Alors là, c'est une coupe histologique du parenchyme pulmonaire. Tout ce que vous voyez comme lumière à ce niveau-là, ce sont les structures ou les lumières alvéolaires. Voilà. Donc là, ce sont des structures bronchiolaires. D'accord? Donc là, c'est des vaisseaux. Voilà. Je vais bouger pour vous montrer des structures bronchiques. Donc, on a vu que la différence entre ce qui est bronchique et bronchiolaire, c'est principalement la présence du cartilage au niveau des branches, la présence aussi de glandes, voilà. Il y a les autres caractéristiques détaillées que vous connaissez maintenant très bien. Donc là, c'est une, bien sûr, structure bronchique, une partie d'une structure bronchique. On voit très bien cette boule de cartilage. Il y a là, donc ça se voit qu'il y a du cartilage fragmenté au niveau de la paroi de cette branche. Vous avez un épithélium, voilà, qui est assez épais avec des cellules caliciformes, des cellules ciliées à ce niveau-là. Vous avez du muscle, donc des fibres musculaires lisses au niveau de la paroi. Donc il y a du tissu lymphoïde à ce niveau-là. Donc on est bien au niveau d'une structure bronchique. Donc à côté, la structure qui est juste à côté, ça ne fait pas branche, mais plutôt bronchiole, car il n'y a pas de cartilage à son niveau. Même l'épithélium, il a diminué d'épaisseur et on a une couche musculaire lisse, circonférentielle et continue. Alors, on va bouger un petit peu notre lame. Alors ici, ce qu'on voit, on voit une bronchiole terminale, sa lumière à ce niveau-là. Elle va donner une bronchiole respiratoire. Donc là, vous en avez deux. Donc la bronchiole respiratoire est caractérisée par la même paroi de la bronchiole terminale, sauf qu'on va assister à l'implantation, si vous voulez, de premiers alvéoles. Voilà. Et après les bronchioles respiratoires, on va voir les canaux alvéolaires. Donc les canaux alvéolaires, moins de parois bronchiolaires et plus d'alvéoles implantés. Et bien sûr, à partir de ces canaux alvéolaires, on va passer vers les sacs alvéolaires ou bien les alvéoles proprement dits. Donc ici, au niveau du revêtement pneumocytaire ou alvéolaire, on voit très bien des cellules. Donc les pneumocytes 2, qui sont ces cellules-là globuleuses avec leur noyau, avec des petites vacuoles d'aspect optiquement vide en rapport avec la sécrétion
du surfactant. Donc, si vous voulez chercher, il y en a à ce niveau-là aussi, d'accord? Et à côté de ces cellules pneumocytaires de type 2, il y a les cellules pneumocytaires 1. Ce sont en fait des cellules aplaties, donc avec des noyaux qui sont aplatis et avec des prolongements, ce qu'on appelle des voiles cytoplasmiques assez étendues. Ça recouvre en fait le maximum de la surface. Ce sont des cellules qui sont minoritaires par rapport aux pneumocytes 2, mais grâce à leur voile cytoplasmique étendue, ils recouvrent un maximum de la surface alvéolaire. Donc, si on revient à notre barrière R100 ou alvéolo-capillaire, on a dit que c'est une barrière entre l'air situé dans l'alvéole et le sang situé dans le capillaire de la cloison interalvéolaire. Donc, si on prend cet espace alvéolaire, par exemple, vous avez ici la cloison et les échanges vont se faire entre l'air ici et le sang de ce capillaire. Donc là, ce que je vous dessine, c'est un capillaire sanguin avec des globules rouges. Bien sûr, les éléments qui constituent ou les composants de cette barrière alvéolo-capillaire, vous les connaissez, donc le film de surfactant. Si on commence de la partie alvéolaire, donc le film de surfactant, le voile cytoplasmique du pneumocyte 1, les membranes basales, donc pneumocytaires et capillaires fusionnés, et puis l'endothélium capillaire. Voilà. Donc, comme vous le constatez très bien, on voit ici d'autres pneumocytes type 2. Et à l'intérieur des espaces alvéolaires, on peut voir les macrophages alvéolaires. Donc, c'est des macrophages qui sont libres et qui vont avoir le rôle de phagocytose, de tout ce qui est poussière. Donc, les poussières qui arrivent aux alvéoles, les agents pathogènes qui peuvent être à ce niveau-là. Donc, ce sont des cellules macrophagiques qui sont libres au niveau des lumières alvéolaires. Voilà. Alors, pour la dernière partie de cette capsule, on va voir quelques organes endocrines. Et ici, vous avez devant vous le parenchyme thyroïdien. Voilà. Donc, le parenchyme thyroïdien, si vous regardez en périphérie, vous avez une capsule à ce niveau-là. D'accord? Cette capsule, elle peut émettre des septa qui séparent ou répartissent le parenchyme en lobules. Voilà. Bien sûr, ils sont vascularisés, ces septa ou ces cloisons fibreuses. Et à l'intérieur de chaque lobule, il y a des structures sphériques, grossièrement sphériques ou arrondies, qu'on appelle les follicules ou les vésicules thyroïdiennes. Tous les follicules thyroïdiens sont enchâssés dans du tissu conjonctif et vous voyez très bien ce tissu conjonctif ou interstitiel qui est richement vascularisé. C'est une glande qui est endocrine. Maintenant, vous voyez au niveau des follicules thyroïdiens le revêtement, si vous voulez, folliculaire. Donc là, il est cubique, fait de cellules. En général, ici, ils sont cubiques. Parfois, elles sont aplaties. Donc, c'est un épithélium simple, unicellulaire. Donc, on se rapproche encore pour voir la forme
ou l'aspect de ces cellules folliculaires. Donc, ces cellules folliculaires sont aussi appelées thyréocytes et ce sont elles qui vont nous synthétiser les hormones thyroïdiennes. Voilà, l'épithélium folliculaire qui repose sur sa membrane basale. Donc, regardez au niveau de ce follicule, on a ces vacuoles qu'on appelle vacuoles de résorption. Et regardez au niveau de ces vacuoles-là, donc, ils sont situés à l'interface entre la colloïde et les cellules folliculaires. Quand elles sont très abondantes, ça témoigne d'une activité, d'une hyperactivité du parenchyme thyroïdien. Quand elles le sont moins, donc c'est un parenchyme qui est peu actif. Alors, deuxième type cellulaire qu'on voit au niveau de la thyroïde, du follicule thyroïdien. Donc, il y a les cellules parafolliculaires. Ce sont des cellules qui ne sont jamais situées au contact de la thyroïde, de la colloïde, pardon. Et donc, on les retrouve soit contre la membrane basale, c'est-à-dire entre les cellules folliculaires et la membrane basale, ou carrément au niveau de l'interstitium sous forme de petits amas. Donc là, on a au niveau de l'interstitium, regardez, des cellules parafolliculaires avec des noyaux grands qui sont arrondis, un cytoplasme qui est assez clair. Donc là, on voit très bien une cellule parafolliculaire, une cellule C, acalcitonine, qui est en situation basale, donc son noyau. Voilà. Là, c'est la membrane basale et là, ce sont les cellules folliculaires à côté. Donc là, c'est des amas au niveau de l'interstitium. Voilà, une autre cellule, c'est le contact de la membrane basale de ce follicule thyroïdien. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la glande surrénale. Donc là, c'est la glande surrénale avec son cortex et sa médulaire. Voilà. Donc là, c'est la capsule qui engaine la surrénale. Et si on regarde le cortex surrénalien, en comparaison à la médulo-surrénale, il est d'aspect qui est assez clair parce qu'il est majoritairement représenté par cette couche fasciculée qu'on voit très bien à ce niveau. Donc maintenant, on va agrandir pour voir un petit peu les différentes couches déjà du cortex surrénalien. Donc, après la capsule, on a la glomérulée. Donc, juste au-dessous de la capsule, il y a la couche glomérulée sous forme d'amas ou d'îlots, ronds ou ovoïdes, de petites cellules, en général cuboïdes, avec des noyaux très prononcés, donc ils sont très denses. Voilà, les petites cellules avec leur noyau et un cytoplasme qui est éosinophile. On remarque aussi la présence de gros capillaires sanguins ou de capillaires larges entre ces îlots. Et juste après cette zone donc capillaire, après cette zone glomérulée, on a la zone fasciculée qui paraît très claire et qui s'organise en cordons. Regardez, c'est des cordons qui sont parallèles entre eux et perpendiculaires à la capsule.
de la cortico-surrénale. Ces cordons, ils sont faits de cellules contrastant avec les cellules de l'agglomérulé déjà par leur grande taille et par leur aspect clair du cytoplasme. Ce cytoplasme qui montre de petites vacuoles, donc on dit qu'il est micro-vacuolisé, et ces vacuoles contiennent des lipides en rapport avec la sécrétion des glucocorticoïdes, notamment le cortisol. Donc on voit très bien ici les cellules de la fasciculée. Donc ces cellules de la fasciculée qu'on appelle les spongiocytes, car elles sont riches en vacuoles, petites vacuoles à contenu lipidique. Et entre ces cordons parallèles, on retrouve du tissu interstitiel réduit qui est richement vascularisé, donc beaucoup de capillaires sanguins entre ces cellules. Donc maintenant, la dernière couche du cortex surrénalien, c'est la réticulée. Comme son nom l'indique, c'est en fait un réseau anastomosé ou anastomotique de petites cellules au cytoplasme cette fois-ci. Regardez, éosinophiles, donc discrètement, c'est-à-dire contenant de discrets vacuoles clairs. Donc, c'est des travées qui vont s'anastomoser entre elles et qui délimitent entre elles des espaces interstitiels avec des capillaires sanguins. Alors, la couleur de cette couche réticulée contraste avec celle, voilà, donc la réticulée, donc la fasciculée, ça contraste avec l'aspect clair de la fasciculée, et c'est là où va se terminer le cortex surrénalien. Regardez. Je redescends au plus faible grossissement, juste pour encore vous montrer cette transition entre la réticulée et la médullo-surrénale. Donc là, un aspect qui est éosinophile, là, c'est plutôt un aspect qui est faiblement basophile. Et regardez la forme des cellules qui est polygonale ou polyédrique, c'est des cellules de plus grande taille. Voilà. Elles sont caractérisées par la présence de granules ou de granulation intracytoplasmique en rapport avec la sécrétion des catécholamines. Voilà. Donc, plusieurs cellules. Et ce qui caractérise aussi cette couche, ou cette, pas couche, mais cette médullo-surrénale, c'est aussi la présence de gros canaux ou lacs veineux. Voilà. Ils sont mieux visibles au faible grossissement. On les voit ici. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la médullo-surrénale. Deux types de cellules, celles qui sécrètent l'adrénaline et d'autres qui sécrètent la noradrénaline. Ça répond au contrôle du système nerveux sympathique. Donc, pour les cellules, il y a des cellules qui sont claires, c'est-à-dire plus claires que d'autres. C'est en rapport avec les granulations qui contiennent ces catécholamines. Donc, pour le pancréas,
endocrine. Il se présente sous forme d'amas organoïdes qu'on appelle îlots de Langerhans. Alors là, on voit très bien cet amas organoïde, donc il est rond. Il est fait, regardez, de travées et de cordons de cellules petites de taille par rapport aux cellules acineuses qu'on a vues au niveau du pancréas exocrine. Et cet îlot est parcouru par des capillaires sanguins, donc des capillaires qui vont recevoir ou accueillir les hormones sécrétées par ces cellules. Donc, ce sont des cellules de plus petite taille, d'accord, qui sont là d'aspect arrondi avec un noyau central, un cytoplasme qui est clair par rapport au cytoplasme des cellules acineuses qu'on a vu au niveau du pancréas exocrine. Notez que cet îlot n'est pas encapsulé en périphérie. Maintenant, pour voir les différentes cellules qui sécrètent les différentes hormones, on doit avoir recours aux techniques immunohistochimiques. Voilà. Donc, si on cherche d'autres îlots, on va pouvoir les repérer. Voilà, il y a un autre juste au-dessous. Voilà. D'architecture et de morphologie assez caractéristique. Donc, je vous le montre au faible grossissement. Donc, le premier qu'on a vu tout à l'heure, maintenant, c'est le deuxième. Je mets du zoom. Et voilà, le voilà, avec des caractéristiques qu'on vient de voir, surtout cette richesse en capillaire qui le parcourt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Donc, merci pour votre attention et je vous souhaite bon courage.